Allez, dernière partie de cette émission consacrée à Louis Rossi. Votre coéquipier Alexis Masbou vient de nous rejoindre. Bonsoir, on va retrouver l'accent du Sud, l'accent chantant. Bonsoir. Alors, on va revenir ensemble dans un instant sur votre début de saison. Déjà, Alexis, parlez-nous un petit peu de Louis. Vous avez assisté en coulisses à ce début d'émission. Je pense que les choses qui ont été dites sont vraies et je ne contredirai pas tout ce qui a été dit. Non, mais après voilà, on s'entend bien avec Louis, c'est quelqu'un de top cool. Non, voilà, on s'entend vraiment bien et c'est quelqu'un avec qui j'apprécie passer du temps. Est-ce qu'il y a une petite anecdote comme ça non racontable que vous pouvez nous livrer ? Bah, si c'est pas racontable, non. Fais bien gaffe à ce que tu dis. Fais bien attention. On a beaucoup trop d'anecdotes, il n'y a rien qui me vient à l'instant. Allez, on va revenir donc sur ce début de saison. Vous êtes dans la même équipe, mais pas dans la même catégorie. Moto 2 pour Louis, Moto 3 pour Alexis. Alors, on va commencer avec Louis, 10e au Qatar. Problème de boîte de vitesse au Texas lors du deuxième Grand Prix de la saison. Fuite d'île dès le 3e tour, mais 25e place en Argentine. Et puis en Espagne, chute lors des qualifs et chute dans le 9e tour de course. Alors, beaucoup de malchance quand même. Beaucoup de malchance. C'est vrai que là, sur l'Argentine et les États-Unis, on a vraiment subi la mécanique avec des problèmes moteurs. Donc, évidemment, là-dessus, moi, je peux pas faire grand-chose. Après, à Jerez, je chute 2 fois. Une fois dans mon tour qualif où j'étais vraiment en train d'améliorer. Donc, c'est vrai que quand on prend des risques, on est souvent sur le fil du rasoir. Et puis, en course, après ma chute aux essais, je me suis un peu blessé à la main. Et c'est vrai que j'avais un peu de peine pendant la course. Et après avoir tenté de doubler plusieurs fois un pilote, je me suis dit que là, j'allais faire en sorte qu'il me redouble pas. Et j'en ai fait un petit peu trop. Et j'avais beaucoup moins de feeling. Et je suis tombé avec trop de frein sur l'angle. Donc voilà, maintenant le Grand Prix de France arrive, je pense qu'il est temps de se rattraper. On va en parler évidemment tout à l'heure. Alexis, vous, déjà la saison passée en Moto 3, vous avez fini 8e du championnat du monde. Un hiver difficile, après une grosse chute, vous avez eu le bras en attelle, c'est ça ? Le scaphoïde, en fait, je m'étais cassé le scaphoïde, il a fallu le réparer, donc faire une greffe. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps durant l'hiver, mais heureusement, je suis arrivé à temps, prêt pour la première course. On parlera un peu de la préparation hivernale justement qui est assez intéressante. Vous avez fini 7e au Qatar, 6e à Austin, 11e en Argentine, 12e en Espagne. Oui, c'est assez régulier finalement. Les 2 premières courses sont plutôt bien passées. On a eu quelques difficultés sur les 2 dernières, mais je suis plutôt content parce que ça se passe bien avec l'équipe. La moto marche mieux que la saison passée et on a les armes pour se battre devant. Donc forcément, je suis satisfait parce que on a fait des résultats plutôt corrects, mais on va pouvoir faire mieux tout au long de la saison. Donc je suis impatient d'aborder les prochaines courses. Alors, ce qui est curieux, c'est contrairement à ce qu'on connaît en voiture ou dans les Grands Prix d'endurance, notamment en moto, vous êtes dans la même écurie, mais alors pas du tout sur la même moto. Vous, c'est une Honda, vous, c'est une Canex ? Alors en fait, il veut juste pour remettre un petit peu toutes les choses telles qu'elles le sont réellement, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le même championnat, donc on fait les championnats du monde Grand Prix toute la saison. Alexis est en Moto 3, moi en Moto 2. Et en fait, on n'évolue pas du tout dans la même structure. Voilà. C'est-à-dire que lui, il a une structure italienne, moi une structure espagnole qui sont complètement indépendantes. Mais le fait de partager la même nationalité et d'avoir un bon feeling, on a dit que au fur et à mesure des années, on allait essayer de travailler de plus en plus ensemble. Coopérer. Exactement. Voilà. De mutualiser les efforts, comme on l'a dit plusieurs fois. Et d'un aspect purement technique par rapport à la moto, d'un aspect pour les partenaires en essayant de créer des projets ensemble, et puis après d'un aspect plus personnel dans le soutien et voilà, dans ce qu'on peut apporter, dans ce qu'on peut s'apporter l'un envers l'autre pour réussir nos carrières. Non, voilà, c'est exactement ça. On est parti plutôt sur de l'aspect technique où c'est que tous les deux on se conseillait un petit peu du bord de la piste et on se donnait des informations et puis ça a grandi au fur et à mesure et maintenant c'est vrai que c'est beaucoup plus large parce que notre amitié a grandi et c'est vrai qu'on crée de plus en plus de choses ensemble pour les partenaires, pour la moto et pour notre communication et alors justement, parmi toutes les choses que vous avez fait ensemble avant cette saison, ça a été bien la présentation officielle de votre saison au Pôle Jump, au Pôle européen du cheval. Ah bah ça c'est sûr que c'était une aventure. On a vraiment essayé de faire quelque chose d'attractif pour tout le monde, qu'il y ait plusieurs univers qui soient mélangés, qui soient des univers qui se correspondent
pas spécialement au premier abord, mais au final qui se sont très bien mariés. On a voulu faire ça gratuitement pour toutes les personnes qui ont voulu venir nous voir. Ça permettait aussi d'ouvrir un peu les frontières de notre sport. Et puis derrière ça, il y avait aussi un aspect par rapport à nos partenaires, pour essayer de réunir nos partenaires, parce qu'évidemment nos saisons nous coûtent aussi de l'argent qu'on ne peut pas mettre nous de notre poche. Donc on trouve des partenaires, on fédère, on crée des programmes, des projets. Concrètement d'ailleurs, c'est combien pour une saison en Moto 2 et après on verra en Moto 3? Alors après ça dépend vraiment en fonction du niveau, de l'équipe, etc. Moi aujourd'hui sur une saison comme la mienne, ça parle d'une centaine de milliers d'euros. Après un chiffre exact, ça dépend évidemment des frais de déplacement, de ce qu'on va pouvoir connaître comme déboire ou au contraire comme chance, mais c'est globalement ça, quoi. Et Alexis, en Moto 3, c'est le même tarif à peu près? En tout cas, pour cette saison, pour moi, ça tourne dans cette fourchette aussi. Après, comme il le dit, c'est variable. Vu qu'avec Louis, on est plutôt dans une bonne phase en ce moment, on a des budgets un petit peu réduits, mais des fois, ça peut monter beaucoup plus haut. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter chaque année pour trouver le budget et pour pouvoir être à l'aise durant les déplacements, pendant les entraînements et pas avoir de soucis de ce côté-là. Ouais, parce qu'en fait, vous avez cette double casquette, à la fois pilote et homme d'affaires. Vous êtes obligé de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir courir, faire votre métier. En fait, pour expliquer clairement, parce que c'est vrai que dit comme ça, si on ne connaît pas, c'est peut-être difficile à comprendre. Il faut s'imaginer, je prends l'exemple de la Moto 2, mais c'est sensiblement pareil en Moto 3. Il y a un budget global sur une saison qui est par exemple d'1,5 million d'euros pour courir les 18 Grands Prix avec l'achat du matériel, les mécaniciens, les hospitality. Voilà, l'ensemble d'une saison coûte ça. Il y a une partie qui est amenée par l'équipe, la majeure partie, et ensuite il y a un complément qui, en rapport du budget total de la saison, est évidemment inférieur, parce que nous, à l'heure actuelle, on est incapable de trouver 1 million d'euros ou 1,5 million d'euros. Mais voilà, par exemple, il y a un complément qui est d'une centaine de milliers d'euros pour moi, mais pour certains pilotes, ça va jusqu'à 500 000 euros. Et on contribue comme un peu un sponsor à ce que l'équipe met en place pour toute la saison. La victoire 2012, ça a aidé justement pour vous? Ça vous a facilité à trouver de nouveaux sponsors, à peut-être moins faire de recherche? Après, c'est très rare, c'est-à-dire d'avoir des partenaires qui viennent d'eux-mêmes frapper à la porte. Moi, c'est arrivé là pour la première fois d'avoir un réel sponsor concret qui vienne frapper à la porte en m'envoyant un mail sur mon site. C'est arrivé jeudi dernier. Donc, c'est pour vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. Maintenant, quand on vient avec un CV, on va dire un peu plus fourni, en disant voilà, au niveau des résultats, j'ai fait des premières lignes, je me suis battu pour le podium toute la saison et j'ai gagné un Grand Prix en 2012. Donc non seulement quand on va voir les partenaires, c'est un côté grisant, mais pour les équipes, pour la suite, c'est aussi une confiance en plus. Alors on va revenir sur la préparation hivernale qui est ô combien importante en moto. Alors vous, avec cette difficulté dans le plat, comment vous êtes préparé? Vous avez réussi à faire cette préparation hivernale? Mais pour moi, il y a eu deux côtés. Justement, il y a eu la préparation physique qui reste à peu près la même du bas du corps, c'est-à-dire travailler l'endurance, le renforcement musculaire. Voilà, les aptitudes du bas, ça n'a rien changé. J'ai pu faire ça normalement. Après, pour le haut, forcément, j'ai passé beaucoup plus de temps en kiné. Donc, mon kiné m'envoyait tous les jours, plusieurs heures par jour, pour essayer d'améliorer les choses et progresser le plus vite possible. Et puis vous, depuis 2013, depuis 2 saisons, c'est à l'INSEP. Vous êtes épaulé par Benoît Campargue, qui n'est autre que l'ancien entraîneur de Teddy Rayner et de Romain Grosjean, rien que ça. Alors c'est sûr que l'année dernière, j'y étais vraiment beaucoup, parce que pour moi, c'était une démarche nouvelle. Donc, ça a apporté beaucoup? Ça m'a apporté beaucoup dans le sens où voilà, j'ai pu construire ma forme physique pour cette nouvelle catégorie qui était la Moto 2, qui est beaucoup plus exigeante que la Moto 3. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en montant sur cette moto. Et ça m'a apporté un vrai cadre. Et quelque part, j'en avais besoin, parce que 2012, ça a été une année où il a fallu trouver beaucoup d'argent pour rouler. Le fait d'aller à l'INSEP, ça m'a un petit peu aussi isolé de tout ça. Maintenant, à l'heure actuelle, je m'entraîne beaucoup sur le Mans, parce que cette année, trouver les budgets, c'était un peu plus compliqué. Côté de Samouraï 2000 d'ailleurs. Exactement, chez Samouraï 2000, avec aussi le club Endurance 72, avec lesquels je cours aussi pas mal. Mais disons que voilà, toute ma préparation physique, à l'heure actuelle, elle est faite sur place ici, même si tous les programmes sont construits à l'INSEP par Benoît Campargue, et que quand il y a des nouveaux exercices, je vais là-bas pour les mettre en place. Mais maintenant, je suis 100% Monceau. On va revenir à ce grand moment 2012, mai 2012.
Vous sentiez que vous alliez pouvoir l'emporter, ce Grand Prix Moto 3 à l'époque? Ça faisait quand même depuis le début de la saison que j'étais devant, c'est-à-dire que Qatar, on entame la saison par une première ligne, presque une pole. Après en course, je me battais bien devant. Il y a eu Jerez où pour la première fois de ma carrière, je menais un Grand Prix. Ensuite, une course un peu difficile au Portugal, mais tous les essais hivernaux avant s'étaient bien passés, donc je sentais que de toute façon il y avait des cartes à jouer et qu'à n'importe quel moment je pouvais m'imposer ou faire un podium. Maintenant, dans des conditions comme ça, on s'imagine pas avant le départ qu'on va gagner, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut prendre un peu trop de risques et chuter. Donc moi la course, je l'ai prise vraiment tour après tour. Je voyais que j'étais à l'aise, j'ai essayé de mettre la pression comme j'ai pu sur Vinales qui était devant, qui a fini par chuter. Je me suis retrouvé vraiment à faire cavalier seul, et là ça a été 8 tours où je pouvais pas non plus baisser mon rythme, parce que même si j'avais de l'avance sous la pluie, on réduit très vite les écarts, et puis surtout il fallait conserver ce même rythme pour pas faire d'erreur, parce que c'est quand on roule moins vite qu'on peut avoir tendance à faire un peu des erreurs aussi. Pendant tous ces tours en tête devant son public, qu'est-ce qu'on ressent? J'ai ressenti quelque chose, mais ça a été très court, parce qu'au moment où je suis passé en tête, là, je me suis dit, j'avais l'impression que ma moto allait beaucoup plus vite, qu'elle faisait beaucoup plus de bruit, je voyais un peu tout le monde, et là, je me suis dit, si c'est ça, je vais jamais sortir de la chicane Dunlop. Donc du coup, je me suis reconcentré, et là, pendant 8 tours, j'ai vraiment essayé de faire abstraction de tout. Par contre, une fois que le drapeau à damier était passé, là, je me suis rendu compte de ce qui se passait, c'était... Et là, j'imagine, au moment de la Marseillaise, ça a dû être un gros moment d'émotion. Exactement, c'est des moments d'émotion que je peux revivre dans mon lit quand j'y repense. Maintenant, c'est vrai que tout ça, pour moi, ça a été le déclenchement de quelque chose que j'ai envie de reproduire, évidemment. J'ai pas envie que ça n'arrive qu'une fois, et je mets vraiment du cœur à l'ouvrage pour que ça puisse maintenant arriver en Moto 2. Donc voilà, maintenant... faut y aller. Alexis, ce Grand Prix de France, forcément, tous les Français rêvent de l'avoir à son palmarès. C'est sûr que pour un pilote français, gagner le Grand Prix de France, c'est toujours incroyable. Ils ne sont pas beaucoup à l'avoir gagné, donc c'est une chance incroyable que Louis a pu avoir de monter sur cette plus haute marche, d'entendre la Marseillaise devant le public français. On a fait la course en ça parce qu'à ce moment-là, on était dans la même catégorie. Malheureusement, je me suis rapidement arrêté en me faisant accrocher par un autre pilote, mais j'ai pu suivre la fin de sa course, et c'est vrai que, comme il le dit, une course comme ça, c'est toujours difficile à gérer. Être seul devant pendant de nombreux tours sous la pluie, c'est très très long, même si les tours font que 2 minutes dans la tête, c'est difficile parce qu'il y a énormément de concentration, et l'erreur arrive très très vite sous la pluie, donc ça se joue au millimètre et sur le fil, et il a très très bien géré. Est-ce qu'on a un peu plus la pression, le fait que ça soit chez soi, dans l'Hexagone? Ça peut arriver. Après, chaque pilote le gère un petit peu différemment. Concernant, par exemple. Comment ? Vous concernant, c'est de la pression supplémentaire ? Ça a été de la pression supplémentaire les premières années. Ouais. Maintenant, c'est un peu un Grand Prix comme les autres. On a plus d'impératifs, mais ça reste un Grand Prix comme les autres. C'est-à-dire qu'on a énormément de travail de préparation. On doit rester concentré tout le week-end sur les réglages de la moto, sur les choses à améliorer sur le pilotage. Et au final, le week-end passe très très vite. Le seul moment où c'est qu'on a peut-être un peu plus de stress, c'est sur la grille de départ, quand on voit tout ce public et tous ces gens qui nous acclament. Là, on sent que c'est un Grand Prix un petit peu différent. Oui, pareil, le stress d'année en année quand même. Moi en fait, j'ai l'impression de le vivre peut-être un peu différemment, parce que, alors là, Alexis, on a la chance de l'avoir parmi nous au Mans, un petit peu en avance. Il me donne un gros coup de main dans l'organisation du Grand Prix de France, parce qu'on travaille beaucoup ensemble maintenant, donc on partage beaucoup de choses. Et moi j'ai l'impression depuis quelques années qu'en fait je subis pas une pression particulière au Grand Prix de France, parce que justement il y a tellement de choses à préparer avant qu'on voit pas le jour, et que finalement il n'y a pas trop le temps d'y penser, et qu'une fois que ça arrive, ça arrive, et peut-être avec un relâchement un peu différent. Maintenant c'est sûr que sur un Grand Prix comme ça, dire que c'est un Grand Prix normal, pour moi c'est difficile, même si le combat c'est de faire en sorte que dans la tête ça se passe à peu près normalement. Allez, avant de conclure cette émission ensemble, on va s'intéresser à présent au karting, avec un grand rendez-vous qui avait lieu pour la première fois ce week-end au Mans. C'était les finales des Saudi Series. C'est bien l'un des plus importants événements de karting loisir au monde qu'a accueilli ce week-end le complexe international de karting du Mans. Pas moins de 260 pilotes étaient engagés pour cette 5e édition des Saudi World Finals. Des pilotes venant d'une vingtaine de pays.
En fait, c'est né de l'idée du principe de valoriser les pilotes qui souhaitent rouler en compétition à haut niveau sans avoir de contraintes, c'est-à-dire de contraintes financières ou de contraintes de temps. Donc on est parti de ce principe d'offrir la possibilité à des pilotes, le week-end ou la semaine, de se rendre sur l'ensemble de nos circuits partenaires qui constituent la SWS, c'est-à-dire 160 dans les 5 continents, et en fait de pouvoir s'inscrire à des courses et pouvoir participer sur ce type d'engin, du modèle de location, tout ça à faible prix. 3 catégories étaient en lice, le sprint, l'endurance et le junior cup. La catégorie junior de 11 à 14 ans et on roule sur des cartes spécifiquement étudiées pour les enfants. Donc c'est du 160 cm3 dérégulé. D'accord ? Pour la catégorie sprint, donc là c'est la première année où on fonctionne sur un moteur 2 temps que vous pouvez voir en action actuellement. Donc c'est un moteur Rotax de type compétition. Ce type de moteur que vous retrouvez dans les compétitions officielles labellisées FFSA. En endurance, on fonctionne sur un moteur 390 qui délivre une puissance de 13 chevaux. Donc pour vous donner une ordre d'idée, c'est quasiment 100 km/h en bout de ligne droite. Le matériel est figé et tous les pilotes sont égalitaires au niveau du matériel dans la même catégorie, bien évidemment. Et à la clé, une importante dotation. Le champion du monde junior va gagner une saison complète en Kart Racing Academy, donc c'est une filière de pilotage pour les pilotes dans le milieu de la compétition. En catégorie sprint, le pilote va avoir la chance de porter des pieds jusqu'à la tête, un équipement complet Sodicart officiel avec une peinture de casque personnalisée au souhait du pilote. Et en endurance, l'équipe vainqueur gagne une participation offerte aux 24 heures du Mans compétition qui se dérouleront sur ce même circuit. Parmi les 40 engagés dans l'épreuve endurance, un équipage sartois, le SRP Compétition. C'est la 2e année à laquelle on participe au championnat du monde d'endurance, donc le Saudi World Series, et c'est la première année pour laquelle nous sommes qualifiés pour cette finale mondiale qui se déroule donc aujourd'hui sur le circuit international du Mans. Alors justement, le fait que ça soit à domicile, pour vous, ça doit être quelque chose de palpitant ? C'est comme au foot, rien ne vaut le jeu à domicile, c'est génial, ça permet à nos familles, nos amis et nos partenaires de venir nous voir, donc ça a forcément une saveur particulière pour toute l'équipe et les gens qui nous entourent. Le team sartois ne finira qu'à la 32e place. Prochain grand rendez-vous de karting au Mans, les 24 heures, les 30 et 31 août prochains. Allez, pour terminer, Louis, quelques questions rapides, style Proust. Est-ce que vous avez un livre de chevet ? Oui, en ce moment, je lis La promesse de l'aube de Romain Gary. Qu'est-ce qui vous passionne ? Parce que je crois que si un jour ça devait s'arrêter, la moto, vous auriez tenté d'écrire, j'ai lu ça. Non, mais il y a plein de choses que j'aimerais bien faire. Après, c'est sûr que voilà, je lis un petit peu. Je suis pas non plus un féru de lecture, mais je lis quand même un petit peu. En ce moment, je suis sur ce livre qui est un livre assez atypique et qui me plaît beaucoup. Et les livres que je trouve sont des livres qui me sont conseillés par des amis et je prends beaucoup de plaisir à les lire. J'en tire pas mal de choses et c'est vrai que plus je lis, plus j'aime ça et plus j'essaye de m'exprimer et d'écrire des choses un peu mieux. Une personnalité que vous aimeriez rencontrer ? Ah, mais il est mort. Ouais. Donc Mano Solo, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, pouvoir discuter un peu avec lui, mais... Qu'est-ce qui vous plaisait ? C'était son côté non-respect des règles qu'on lui a données, qu'il fasse uniquement ce qu'il avait envie, diffuser un message au travers de ce qu'il était capable de faire. Voilà, uniquement ça, c'était quelque chose que j'aimais bien chez lui. Est-ce que vous êtes superstitieux ? Je suis pas superstitieux, j'ai mes rituels, j'aime bien mettre les choses... Par exemple, avant une grande séance de qualification, Grand Prix de France, avant le départ à la course, petit gris-gris ? Non, j'ai mais après je suis pas non plus, enfin je peux pas dire que je sois superstitieux, disons que j'ai une façon de me préparer qui est à peu près toujours la même et qui me permet de rentrer dans ma concentration. Maintenant, j'ai le caleçon des qualifs et j'ai le caleçon de la course, mais disons que voilà, si jamais je le mets pas, ça me fait plus rire qu'autre chose et c'est pas non plus un besoin indispensable. Alexis, vous aussi superstitieux ? Pas tellement. Non. J'ai aussi mes caleçons de week-end de course, mais non, pas tellement. Bon, allez, Louis, la dernière question, c'est pas moi qui vais vous la poser, c'est le papa.
Quand est-ce que tu comptes gagner ton prochain Grand Prix à 1m40 avec Comtesse? Voilà, le Grand Prix, prochain Grand Prix moto, on a compris, ça devrait être dimanche. On espère en tout cas, on croise les doigts. Mais au niveau contest, équitation? Non, mais le truc, c'est que déjà, il veut pas que je fasse des 120. Donc bon, après, s'il était là, il dirait que c'est de ma faute. Hein, mais donc, non, bah, dès qu'on sera prêt, moi, je suis partant pour aller gagner des concours d'équitation à Tire-Larigot. Ça m'ira très bien. La dernière question à vous deux, est-ce que vous êtes tenté un jour par la moto d'endurance, les 24 heures moto? Alexis? Oui, enfin, moi j'aimerais en tout cas au moins le faire une fois, voir ce que cela représente comme effort physique, comme effort de concentration et ce travail fou pendant 24 heures de rester concentré, de commettre aucune erreur. Autant que ce soit sur la moto qu'en dehors, c'est un défi fou et il y en a qui le réalisent chaque année, donc ouais, j'aimerais essayer. Et vous, Louis? Moi, pareil, côté aventure humaine, c'est un truc qui m'intéresserait plus que fortement. Faut vous faire épauler par votre pote, Renaud. Ah bah, à l'heure actuelle, il pourrait nous donner des conseils. Ah bah oui, non, mais dans tous les cas, c'est sûr que lui, il est mordu de ça et c'est d'ailleurs super qu'on ait des athlètes qui soient pas spécialement directement des pilotes qui s'intéressent à ce genre de discipline. Et non, je pense que s'il aime ça, c'est pour à peu près les raisons qu'on a données. C'est un côté défi fou qu'il faut réaliser. Et quand on part, c'est pour 24 heures. Quoi. C'est bon, on a trouvé l'équipe alors. Ben voilà, vous êtes trois. En tout cas, on vous souhaite bonne chance cette semaine, hein, parce qu'il y a des qualifs et tout ça. Et puis au Grand Prix dimanche, on va vous suivre de près en moto 2, Louis, en moto 3, Alexis. Et puis les téléspectateurs vont vous retrouver dès ce mardi sur le terrain d'Antares. On espère que vous allez leur porter chance. En principe, c'est vous qui donnez le coup d'envoi. On y va pour ça en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.